J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable journée du 14 juillet 2023 et j'espère que vous tenez le coup face aux températures extrêmement élevées et psahatkom pour celles et ceux qui sont sur les plages de notre vaste Algérie, des plages très très belles. Nous avons la chance d'avoir l'un des plus beaux, l'une des plus belles côtes méditerranéennes. Nous avons un littoral de rêve qui est malheureusement inexploité, mal entretenu et surtout mal exploité aussi et surtout inconnu et méconnu. Malheureusement, le tourisme aurait pu faire de l'Algérie un paradis, mais la réalité, vous connaissez les causes et les conséquences. Youm Yajma'a, je vous ai ramené un document sur une affaire grave. Cette affaire, je voulais en parler depuis des mois, mais la réalité, nous sommes une petite équipe qui Algérie part. Je ne peux pas tout faire. Oui, et nous sommes saturés par les dossiers, débordés par les informations par les informations que nous devons confirmer, vérifier, recouper, et nous menons des enquêtes sur le plan économique, sur des thématiques politiques, sur des thématiques des fois purement financières économiques qui sont très complexes, notamment dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur agricole. Ça demande beaucoup de temps. Pour faire du journalisme indépendant en Algérie, c'est déjà une prise de risque énorme. Nous sommes exposés à la persécution, à la répression, aux menaces. Dans notre entourage familial, il est menacé, intimidé, et nous subissons. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps aussi de élucider des affaires très compliquées ou de boucler des enquêtes sur des thématiques économiques et politiques très complexes. Notre métier, c'est de révéler les dessous de l'actualité algérienne. L'affaire Hadi Ajma'a, enfin, nous avons donc pu obtenir un document du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui nous a permis d'aborder cette affaire et de vous expliquer. Il s'agit de vous expliquer la gravité extrême de cette affaire qui démontre que la justice algérienne, c'est l'une des pires justices à travers le monde et c'est l'une des justices la plus humiliante, et notre pays est en train de subir, je dis bien est en train de subir un affront et une humiliation internationale à cause des dérives judiciaires et des atteintes successives aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales ou aux droits civiques les plus élémentaires. L'affaire Hadi Ajma'a, c'est l'affaire du jeune Mohamed Baba Nedjar, qui est originaire de Gherdaya. Mohamed Baba Nedjar Ajma'a, que peut-être malheureusement dans notre pays, personne n'a entendu, très peu de personnes ont entendu parler de cette affaire de Mohamed Baba Nedjar. Mohamed Baba Nedjar Ajma'a, c'est un jeune de Gherdaya qui avait été condamné en novembre 2006 par un tribunal criminel à Gherdaya à la peine de mort. À la peine de mort pour un crime qui n'a jamais été élucidé pour le moment et pour un crime qui a été utilisé par les autorités algériennes pour se venger contre les militants politiques de la région de la vallée du Mzab, qui sont des militants qui actifs dans les rangs de l'opposition. Et l'affaire Mohamed Baba Nedjar est considérée par plusieurs défenseurs des droits de l'homme comme étant l'affaire de détention l'une des affaires politiques les plus graves. Et Mohamed Baba Nedjar est considéré par plusieurs défenseurs des droits de l'homme, par plusieurs avocats, comme le plus vieux et le plus ancien détenu politique qui croupit encore dans les prisons algériennes. C'est une affaire extrêmement grave. On a le documentaire, le Conseil, 13 pages, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le 22 mars 2023, le groupe de travail sur la détention arbitraire, il a émis un avis, il a un diagnostic de cette affaire de l'Algérien Mohamed Baba Nedjar, qui a été donc porté les avocats, la famille de ce jeune de Gherdaya, à la suite de l'épuisement de toutes les voies judiciaires en Algérie, l'ONU, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et le régime algérien, l'État algérien. Moi je parlerai de régime parce que l'État ni pour rien, on n'a pas encore un État, on a un régime. Le régime algérien a été condamné, dénoncé dans cette affaire et les autorités algériennes ont été instruites par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU de libérer en extrême urgence Mohamed Baba Nedjar et de lui accorder des réparations parce qu'on a bousillé, on a brisé sa vie. Alors, brièvement, on en a déjà parlé dans les émissions d'Algérie Part, on utilise souvent les documents du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, lorsque cette instance hyper importante des Nations Unies parle de la situation des droits de l'homme en Algérie. On a déjà regardé plusieurs émissions là-dessus, on en a parlé récemment. Nous avons parlé de l'affaire d'un citoyen à haut rang algérien chrétien. Voilà, c'était le 24 juin, Jma'a.
dernier, nous avions consacré 2 émissions pour parler de l'affaire d'un citoyen chrétien qui a été injustement emprisonné juste parce qu'il est chrétien. On a utilisé une affaire d'atteinte à la sacralité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre en prison. Le 24 juin 2023, nous avons fait 2 émissions pour expliquer les tenants aboutissants de cette affaire scandaleuse. Pour l'affaire Hadi, Mohamed Baba Nedjar, le 22 mars 2023, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dénonce et condamne le régime algérien. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, comment il fonctionne? Il est basé à Genève, il est composé d'un certain nombre de groupes de travail et de rapporteurs spéciaux. Les groupes de travail à dos, c'est un ensemble d'experts et de membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, je vous rappelle que l'Algérie a été élue en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle a été élue récemment. C'était en 2022. J'ai oublié la date exacte, Yajma. Permettez-moi d'avoir juste la date parce qu'il y a trop de détails. Et en sa qualité, et les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont ont pour vocation de constituer des groupes de travail qui planchent sur des thématiques spéciales en relation avec les libertés publiques et individuelles. Ou des rapporteurs spéciaux qui sont des experts désignés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour faire des rapports et des diagnostics de certaines thématiques et de certaines problématiques liées à la promotion et à la préservation des droits de l'homme. Ou donc ensuite des sessions. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ce n'est pas un tribunal. L'Algérie a été élue, donc c'était au mois d'octobre 2022. Voilà. Pour un mandat qui va commencer de 2023 à 2025. Elle fait partie donc, elle est l'un des membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et ce n'est pas un membre exemplaire. Ce n'est pas un membre exemplaire puisque elle vient d'être condamnée une deuxième fois en l'espace de quelques mois pour une affaire de grave violation de ces mêmes droits de l'homme que l'Algérie est censée représenter et promouvoir au sein du CDH, qui est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors, brièvement, c'est comme ça que ça marche, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Avec des procédures, on appelle après des procédures spéciales, les organismes des ONG, des citoyens du monde entier peuvent demander une requête, faire une procédure de requête pour traîner les États, les autorités de leur pays qui seraient responsables d'une dérive ayant provoqué une atteinte caractérisée aux libertés fondamentales ou à leurs droits les plus élémentaires, où ils jouent devant un examen, devant un groupe de travail, qui est un groupe de travail sur le droit au développement, sur les normes internationales, sur les libertés religieuses, sur la tolérance et sur la détention arbitraire. Détention arbitraire, c'est un groupe qui dénonce et qui travaille pour empêcher les États membres de l'Organisation des Nations Unies de placer en détention arbitraire des citoyens qui n'ont rien fait de mal, ou là pour des délits politiques on est mis en prison. C'est le cas de Mohamed Ben Nedjar. Mohamed Ben Nedjar, c'est quoi l'histoire? En octobre 2005, le 20 octobre 2005, on était en plein mois du Ramadan. Il y avait, lors du 17e jour du mois de Ramadan, un citoyen, Bazin Brahim, qui est un ex-militant du FFS, le Front des Forces Socialistes, le parti politique qui est considéré comme le plus vieux parti de l'opposition en Algérie. Le FFS, la vallée du Mzab, a une section très dynamique, notamment depuis le début des années 2000, où beaucoup de militants de la vallée du Mzab sont entrés dans les rangs du FFS pour réclamer la défense de la particularité culturelle et socio-culturelle des Mozabites. Alors, comme les Mozabites sont une minorité différente de la majorité des Algériens, les Mozabites sont, comme beaucoup d'Algériens le savent, mais peu le comprennent, ne sont pas des malikites sunnites comme nous. Ils ont le rite ébadite. C'est une minorité qui est estimée à entre 200 000 et quelques, presque 300 000 personnes. Ils ont leur manière de prier, ils ont leur manière de pratiquer l'islam. Ils ont un habit traditionnel, ils ont un parler local, c'est une langue berbère locale, qui est une des langues berbères parlées en Afrique du Nord. C'est une minorité à la fois religieuse, linguistique et ethnique, parce qu'elle est berbère, elle n'est pas arabe. Et la région de Ghardaya, la vallée du Mzab, comme les Mozabites, les Ibadites, ou qu'il y a d'autres populations arabes, arabophones, qui ne sont pas
berbère aux femmes. Voilà, pour faire de la pédagogie pour les amis étrangers qui nous regardent, même si beaucoup d'Algériens et d'Algériens connaissent cette réalité. Donc le 20 octobre, Hada Bazin Brahim a été attaqué par deux personnes qui l'ont aspergé d'essence. Ils l'ont aspergé d'essence et ils l'ont brûlé vif. C'est un crime très grave. Il a été hospitalisé, etc. Après, lui, il raconte, il a failli mourir, il n'est pas mort, alhamdoulilah. Il raconte qu'il a été attaqué, aspergé par deux bonhommes, par deux jeunes, deux individus, cagoulés, qui portaient des vêtements noirs et qui avaient pris la fuite ensuite à bord de deux mobylettes. 3 jours après, la police de la région de la vallée de Ghartaya, elle va chercher Hada Mohamed Babanjar, qui est un jeune qui n'a strictement rien à voir avec Hada Bazin Brahim. Sauf que Hada Mohamed Babanjar est un jeune militant du FFS. Donc il fait partie du mouvement de l'opposition. Hada Mohamed Babanjar militait déjà, comme beaucoup de jeunes militants de la région de Ghartaya, pour la défense de l'identité mozambique, pour la promotion des droits de la population mozambique, et il était dans l'opposition contre le régime algérien, contre les autorités locales, il dénonçait la répression contre les droits de l'homme, et il portait la voix de l'opposition dans le cadre du FFS. C'est la seule relation qu'il y a entre Hada Babanjar Mohamed ou Bazin Brahim. Alors, il n'était pas à la maison. Ensuite, ils ont fait une perquisition. La perquisition, ils ont trouvé 3 objets. Parce que regardez comment la justice en Algérie fonctionne. C'est une affaire très grave qui, malheureusement, n'a pas requis suffisamment l'attention de nos compatriotes et des autres opposants ou là des journalistes algériens. Malheureusement, cette affaire n'a pas été suffisamment médiatisée. Sabo, lorsqu'ils ont perquisitionné le domicile, Sabo, un bidon d'essence à côté, dans une salle de bain, voilà, il était sous le lavabo apparemment, ou ça, un brassard FFS, un brassard, t'as le FFS, etc., ou ça, une publication en berbère, qui a été éditée par la section locale du FFS Flavali Djumza, Ferrardaï. Ils ont pris les 3 objets où la police algérienne considère que ce sont des preuves matérielles qui démontrent l'implication de Mohamed Babanjar dans ce crime atroce qui était de brûler vif, de vouloir brûler carrément Bazin Brahim, un autre citoyen de Ghartaya. Et le crime a eu lieu, l'attentat, on va dire, pas un crime parce qu'il n'est pas mort, Brahim Bazin. L'attentat s'est déroulé vers les heures du ftor, vers le ftor. Parce que Brahim Bazin est sorti de chez lui, il est parti à la mosquée pour la prière al Maghreb. Et c'est à ce moment-là qu'il a été attaqué juste à côté, à proximité de la mosquée. Donc, Brahim Jar, comment la police l'a accusé? Je vois comment ça fonctionne les enquêtes de l'EDNA. C'est pour ça que nous sommes dénoncés et condamnés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La police s'est appuyée sur le témoignage de 2 mineurs. 2 mineurs, 14 ans, 15 ans, qui ont dit que ils ont entendu un autre mineur leur dire, le premier mineur, c'est le frère de la victime, il a 2 autres amis mineurs, ils lui ont dit, on a vu quelqu'un qui ressemble à Mohamed Babanjar, qui était à côté de la mosquée, au moment où il y a eu lieu ce crime, cet attentat. Un témoignage. Donc, juste un témoignage, un bidon d'essence, brassard du FFS, une revue politique éditée, une revue culturelle et politique éditée par la section locale du FFS de Ghartaya, et ça suffit pour que la police algérienne cherche Mohamed Babanjar, procède à son arrestation. Bien sûr, elle lui donne une convocation. Il y a plein d'infractions. Une convocation sans expliquer le motif. Il a été arrêté sans qu'il y ait un mandat d'arrêt, placé en garde à vue pendant 96. Il a été violenté, torturé psychologiquement pour le pousser à avouer ce crime. Ensuite, il a été placé en détention. Et une année plus tard, le 6 juin 2006, la cour criminelle de Ghartaya l'a condamné à mort lors d'un verdict qui a été prononcé vers 20h. Sans aucune preuve matérielle de culpabilité. Mais cache.
D'ailleurs, dans l'affaire Mohamed Benjar, il y a eu des événements, fait 2006, fait 2005, jusqu'à 2007. Il y a eu des manifestations, des rassemblements, son père, son oncle, plusieurs militants, mozabit de l'opposition ont fait des rassemblements, ont voulu dénoncer cette injustice, ont réclamé la libération de Mohamed Benjar. Rien. La Cour suprême a cassé, elle a accepté un premier pourvoi en cassation. Il a été rejugé une deuxième fois. Alors cette fois-ci un dia, mais au lieu de prendre la peine de mort, il a pris la perpétuité. Sauf que durant toute la procédure d'Ejma'a, et lors du premier procès, il n'y a pas de preuve. Le bidon d'essence. Ils utilisent beaucoup les mobylettes, ce sont des petites ruelles, c'est des vieux ressorts, les voitures sont difficiles à utiliser là-bas, ils ont pratiquement tous des mobylettes. Donc les bidons d'essence, c'est pour alimenter les mobylettes. Il y a une analyse de la police scientifique qui relève de la DGSN de Gardaya dans un laboratoire de la police scientifique. Ils ont analysé l'essence qu'il y avait dans ce bidon pour le comparer avec l'essence qui a été utilisée pour brûler ou là, pour tuer la victime. Ils ont dit, et la conclusion du rapport d'expertise de la police scientifique était que, la conclusion avait indiqué que c'était pas le même carburant, ce n'était pas du tout le même essence. Du coup, il y a eu que les déclarations de ces mineurs qui incriminaient le Mohamed Benjar, sauf que ce sont des mineurs, ils ont cru entendre, ils ont cru voir. Ce sont des suppositions, ce ne sont pas des affirmations. Mohamed Benjar, il avait des témoins oculaires qui ont attesté au moment du crime, il y a 20 heures, lorsque la victime a été brûlée vive, lui, il était en train de rompre le jeûne quand iftar avec son père et son oncle à l'autre bout de Gardaya. Il n'était même pas ni à côté de la mosquée où le crime a eu lieu, où l'attentat a eu lieu. Il ne pouvait pas être là à ce moment-là, puisqu'il était avec des gens en train de rompre le jeûne. Quand iftar avec la famille, tout. Aucune de ces preuves, aucun de ces indices, aucun de ces éléments n'a été pris en charge par la justice algérienne. Et Mohamed Benjar, depuis 2005, il se trouve en prison. Meskin. Récemment, d'après les informations qui ont été communiquées par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a été transféré à l'Arwat. Il a fait le tour des prisons en Algérie, il a fait des grèves de la faim, il a essayé de protester, il a demandé à être rejugé, il a crié son innocence. Personne n'a voulu entendre parler de lui. Personne n'a voulu lui accorder la moindre crédibilité. Au Qaïd Meskin, voilà, sur la base d'un témoignage de 3 mineurs et sur un bidon d'essence qui n'est même pas le même carburant, qui n'est même pas le même qui a été utilisé pour brûler la victime, et sur des éléments très légers. Et au cours du procès, Mohamed Benjar, les juges l'ont interrogé essentiellement sur son appartenance au FFS, son militantisme dans l'opposition, sa relation avec les militants qui revendiquent la défense de l'identité et de la communauté mozabite. C'était donc un procès politique. Un procès politique, et c'est pour cette raison que beaucoup d'ONG et de défenseurs des droits de l'homme estiment et considèrent Mohamed Benjar comme le plus ancien détenu politique en Algérie qui est actuellement encore en prison. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, bête le régime algérien, il a donné un avis dans lequel il a condamné, je dis bien qu'il a condamné sans aucune compromission ce que le régime algérien a fait à ce jeune Mohamed Benjar Meskin qui est encore une fois en prison et dont la vie a été totalement brisée. On lui a volé sa vie. Alors le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a demandé au gouvernement algérien de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour remédier sans tarder à la situation de Mohamed Benjar et de la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme aussi il a demandé à ce que Mohamed Benjar soit libéré et qu'on lui accorde le droit d'obtenir réparation et des indemnisations. Et il a demandé au gouvernement algérien d'établir une enquête sur les circonstances de la privation arbitraire de la liberté de Mohamed Benjar et de s'expliquer pourquoi on l'a mis en prison sans qu'il y ait de preuves de culpabilité, sans qu'il y ait le moindre indice sur lequel des juges peuvent se baser pour le condamner comme étant l'auteur de ce crime, de l'attentat criminel, le 20 octobre 2005. Pire encore, l'Algérie, comme la majorité des pays
167 pays à travers le monde, l'Algérie a signataire d'un certain pacte, le pacte des libertés fondamentales, qui date, c'est un document Yajma'a. Je vais retrouver le pacte des libertés fondamentales, ONU, trop de temps. Voilà, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Algérie a signé. C'est un document qui date de 1966, mais qui a été ensuite adopté et généralisé à partir de 1976. 167 États sont signataires. Il est entré en vigueur le 23 mars 1976 et l'Algérie a publié ce pacte des libertés publiques, politiques et civiles, le pacte relatif aux droits civils et politiques, en 1989. Il est entré en application, a été publié dans le journal officiel et la législation algérienne a été tenue de se conformer aux articles de ce pacte qui protègent les citoyens du monde entier contre les détentions arbitraires, contre les violations de leurs libertés fondamentales, fait exactement 53 articles que vous pouvez lire. C'est dans le site internet, le Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme. Vous allez trouver le contenu de ce pacte international relatif aux droits civils. Et le régime algérien Jma'a a violé, je dis bien qu'il a violé l'ensemble de tous les articles de ce pacte. Mohamed Benedjar, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il a subi de la torture. Il a été violenté psychologiquement et physiquement. On l'a mis en prison de façon arbitraire sans un procès équitable. Il n'a pas été défendu correctement par un avocat. Il n'a pas eu le droit d'avoir un avocat lors de sa garde à vue. Il n'a pas été en contact avec ses proches lorsqu'il a été en prison. Il n'a pas pu être défendu correctement. Il a été mis en prison sans preuve. Et les juges l'ont interrogé sur son appartenance politique et sur son appartenance identitaire, puisqu'il défend un combat pour la réhabilitation et la défense de la culture amazigh et berbère dans la vallée du Mzab. Mais ça, ce côté concernant la culture amazigh et berbère, nous allons en parler dans une prochaine émission. C'était les gros axes de l'affaire Mohamed Benedjar qu'Algérie a voulu déterrer. C'est effectivement le plus ancien détenu politique de l'histoire de l'Algérie contemporaine et récente. Bien avant le Hirak, il y avait des Algériennes et des Algériens qui étaient opposants, qui militaient, mais qui étaient durement persécutés. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné le régime algérien. Il demande la libération rapide de Mohamed Benedjar et on lui demande donc qu'il soit rejugé et qu'il touche même des indemnisations et des réparations. Ça fait calculer plus de 15 ans maintenant. 18 ans de prison sans aucun fondement, juste sur des témoignages de mineurs et pour un bidon d'essence et pour un brassard d'un parti de l'opposition, une revue d'un parti de l'opposition. Et ça fait 18 ans que ça dure, le cauchemar de Mohamed Benedjar. C'est tout simplement honteux pour notre pays.